Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous, le directeur des investissements d'OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. François Cabot nous accompagne, économiste zone euro chez AXA IM. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, est également avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Commençons par la nomination attendue au Trésor américain. Je ne sais absolument pas si on aura ce choix de Donald Trump annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours. En revanche, ce que nous indiquent les médias américains, c'est que Donald Trump reçoit aujourd'hui, normalement, en entretien, deux personnalités du monde des affaires. Je le disais, le cofondateur d'Apollo Global Management, firme de private equity, Mark Rowan, et un ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine, qui lui aussi est un prétendant effectivement au Trésor américain, Kevin Warsh. Quand je vois quand même le temps qui est pris, l'attention qui est mise pour le choix de ce prochain secrétaire au Trésor américain, Nicolas, je me dis que oui, il y a quand même un sujet concernant le budget, la fiscalité, la dérive des dépenses publiques ou à minima la trajectoire des finances publiques américaines. Trump a nommé assez facilement un ministre de la Défense, un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Justice. Pour le secrétaire du Trésor, il semble quand même mettre un peu plus de temps et d'attention. Il y a un sujet lourd derrière, visiblement, Nicolas. C'est-à-dire que Donald Trump a avec lui le parti républicain. On voit qu'ils ont eu ce qu'on appelle le Red Sweep, c'est-à-dire qu'au Congrès et au Sénat, il faut bien avoir en tête que le secrétaire au Trésor doit passer au Sénat et doit être confirmé au Sénat. Donc même si les républicains sont bien avec Trump, il faut quand même qu'il passe, qu'il ne soit pas trop extrême dans certaines de ces discussions. On a vu avec Kevin Warsh qu'il avait c'est très bien, il est passé par la Fed, il a le très bon pédigré, mais il n'a peut-être pas fait les bons articles en 2018 sur les tarifs. Donc ce qu'il faut, c'est aussi nommer des personnes dans l'administration Trump qui vont pas être compatibles avec la politique économique que Trump veut faire et pour autant être passés au Sénat et passés aux fourches codines de gens qui ne sont pas aussi agressifs que Trump. Donc ça prend du temps, ça va quand même dans le sens d'une administration qui est très bien orientée sur les thèmes de campagne, sur l'immigration, sur les tarifs, sur le renouvellement des tax cuts en fin 2025. Donc ça prend du temps, mais les marchés financiers ne se trompent pas. Je pense qu'on va appliquer le plan Trump. Ah, d'accord. La logique, c'est ça. C'est quand même que, vu les marges de manœuvre qu'il a, avec sans doute l'idée qu'il ne se représentera pas pour un second mandat successif, il y a l'idée qu'il a 2 ans devant lui jusqu'au mi-terme et qu'il va vouloir utiliser ce temps pour avancer le plus vite et le plus loin possible. Voilà. Ça, c'est une conviction que vous avez. C'est des convictions sur les choses qu'il peut faire relativement simplement, avec des executive orders, sans avoir besoin de trop négocier. On sait que le sujet de l'immigration, c'est quelque chose qu'il va vouloir régler assez rapidement. Ça a assez peu d'impact sur le budget directement. Il peut le faire assez facilement, assez directement. Tout ce qui rentre sur le budget, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le point de départ est déjà d'un déficit qui se situe entre 7 à 8% du PIB. Quand on prend les projections du CBO, le coût de la dette est extraordinaire maintenant aux États-Unis. On sait que c'est le premier poste de dépense, que ça va continuer à exploser, que la dette sur PIB aujourd'hui autour des 105-110% aux États-Unis va aller a priori assez facilement à 135%, donc va dépasser l'Italie du PIB dans les années qui viennent. Donc à ce rythme-là, il va bien falloir essayer de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors peut-être que les tarifs sont un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais est-ce que ce sera suffisant ? C'est-à-dire, surtout si en face de ça, il y a la prolongation, la reconduction des tax cuts, des baisses d'impôts, etc. Ça paraît compliqué parce que l'économie américaine croît au-dessus de son potentiel depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on a une croissance réelle, une croissance nominale aux États-Unis. La croissance nominale aux États-Unis, en moyenne, par trimestre, sur les 2 dernières années, c'était 5,5 ou 6%. On était sur la croissance potentielle réelle aux États-Unis, c'est aux alentours de 2%. Là, on est sur des rythmes qui sont plus proches de 3% depuis les 2 dernières années. Donc on voit bien que l'économie américaine elle vit sur une richesse qui vient des marchés financiers, qui vient des tax cuts. On a du mal à se dire qu'ils peuvent continuer comme ça. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que l'économie s'accroît parce qu'on augmente l'accélérateur. C'est-à-dire plus on appuie sur le déficit, plus on accélère.
Là, on est à 7-8%, on a bien accéléré ces dernières années, mais si on ne va pas à 8, 9, 10%, on n'accélère plus par rapport aux années passées. Donc on n'accélère plus, donc on ne génère plus de nouveaux revenus supplémentaires. Voilà. François, est-ce qu'il faut croire Donald Trump? Il va faire ce qu'il dit. Jusqu'où est-ce qu'il va faire ce qu'il dit à l'occasion de ce nouveau mandat, et notamment dans la période ou des 100 jours ou des 2 premières années jusqu'aux élections de mi-mandat? Ouais, je crois qu'effectivement, il y a un agenda qui est très serré. On a à peine 2 ans, effectivement, en tout cas pour lui, pour déployer son agenda. Là-dessus, je suis en ligne avec ce que disait Nicolas. Hein. Il y a vraiment une séparation, entre guillemets, de l'agenda sur, d'une part, ce qu'il peut faire à peu près tout seul, c'est-à-dire du côté de l'immigration et du côté des tarifs, et sur quoi il peut aller relativement vite, vis-à-vis de ce qu'il peut faire sur la question budgétaire, et probablement d'où effectivement le temps qu'il met pour trouver l'équilibre qu'il a trouvé là-dedans. Ce qui est intéressant dans comment est-ce que cet agenda va effectivement se nourrir et s'organiser, c'est que les marchés ont fait leur pari. Et que le pari, c'est que le fiscal va venir tout de suite. C'est qu'on va continuer à avoir une alimentation de la croissance américaine extraordinaire, effectivement, comme l'a été justement rappelé, et qu'on va vivre sur ce goût sucré de l'économie américaine alimentée au déficit. Et là-dessus, il y a quand même... Ça, c'est quoi? C'est la hausse des actions qui nous dit ça, c'est la hausse notamment, des taux aussi. Et la hausse des taux aussi. C'est une décomposition du taux 10 ans entre les break-even et le taux réel. Oui. C'est effectivement le taux réel qui monte plus qu'autre chose. Donc là-dessus, on sent quand même bien qu'il y a un pari qui est fait et qui est vraiment de l'ordre du pari, parce qu'on va se rendre compte dans les prochains jours si effectivement, à la fois cette nomination et cette orientation budgétaire va effectivement pouvoir être déployée dans les premiers instants. Et ça reste largement à confirmer, et qui pourrait donner lieu effectivement à un découplage, ou en tout cas un revirement des 10 Trump trades qui ont été mis en place en amont de l'élection. Donc là, effectivement, rester sur ses gardes vis-à-vis de cette nomination-là. Il pourrait effectivement lâcher un peu sur la partie budgétaire, ou est-ce que ça lui coûterait politiquement dès le départ de lâcher sur cette question de la fiscalité et des baisses d'impôts notamment, qu'il avait lui-même mis en place dans son premier mandat. Je note aussi dans le côté un peu people que le leader des Républicains au Sénat, John Thune, est pas franchement un Trumpiste de la première heure. Voilà. Et qu'on voit déjà effectivement ces quelques voix de conservateurs budgétaires traditionnels, en tout cas mettre en place un certain nombre de personnalités pour peut-être tenir tête à l'agenda Trump sur ce point-là. Sur la fiscalité, comment vous voyez les choses se mettre en place? Est-ce que le marché va tout de suite mettre une limite à Trump, ou est-ce que Trump va avoir quand même l'envie et peut-être la possibilité de remettre de l'huile ou du fuel, du carburant dans la machine, quoi? Je pense que très clairement, il en a envie. Après, ce qu'il va effectivement être capable, je pense qu'effectivement, on voit l'équilibre qui est en train de se générer là, avec effectivement le représentant des Républicains qui est a priori beaucoup plus modéré que lui-même. Je pense qu'il y a effectivement... sans rentrer dans les détails, 2 sujets clés. D'une part, le fait qu'on a quand même le debt ceiling qui arrive le 1er janvier 2025. Et oui, plafond de la dette. Des bonnes vieilles considérations reviennent régulièrement aux États-Unis et qui va remettre sur la table ce sujet-là budgétaire, sur lequel il va falloir quand même gérer pour cette nouvelle administration, d'une part. Et d'autre part, le fait que la nécessité de passer par les chambres, autant soit-elle dans son camp, reste, on va dire, chronophage. Et donc, du coup, il y a quand même un équilibre à trouver là-dedans sur cette idée-là. Et là, encore une fois, ce qui m'inquiète, au-delà de ce qu'il va effectivement faire, parce qu'on est dans l'incertitude, c'est le positionnement très clair des marchés qui ont fait le pari on va continuer, et c'est ce qu'on va voir. Et là, moi, je resterai plus mesuré, parce que c'est effectivement, comme on l'évoque à l'instant, un sujet beaucoup plus délicat qui recèle beaucoup plus de dimensions que simplement qu'est-ce que peut faire Trump et les Républicains. Il y a d'autres éléments qui sont à l'œuvre et qui vont a priori prendre plus de temps. Bon, la partie budgétaire implique notamment la Chambre des représentants. C'est ça, c'est à la Chambre des représentants que ça se joue, et le débat sur le plafond de la dette a souvent été l'occasion de mélanger plusieurs dossiers de négociation au Congrès. Xavier, comment vous regardez Trump, l'éléphant dans la pièce, bien sûr, ce qu'il a déjà apporté au marché depuis une dizaine de séances maintenant, et où est-ce que vous voyez les limites peut-être de la doctrine Trump telle qu'elle est comprise par nous aujourd'hui? Alors c'est vrai que
quand on regarde les performances des marchés depuis l'élection de Trump, c'est sans appel. On a un marché américain qui est en dollars en hausse entre 7,5 pour le S&P et le Dow Jones et 8,5 pour le Nasdaq, quand dans la même période, on a l'Europe qui recule de 1,5. Donc là, le biais, il a été très clair. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui a fait cette performance, c'est aussi toute la partie cyclique et qui montre bien que les investisseurs, les chefs d'entreprise, etc., sont très confiants sur le cycle à venir et donc sur tout ce que va mettre en place Trump. Après, les limites qu'on peut avoir, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit d'un point de vue interne, politique, etc. Il y a quand même un élément, notamment sur la partie des taxes, quand on regarde aujourd'hui les importations américaines, c'est un peu plus de 3 trillions de dollars, on va dire. La Chine, c'est 18%. Vous avez le Canada et le Mexique, c'est 14% chacun. Donc, c'est des voisins qui sont stratégiques et donc quand même très, très importants dans l'écosystème, dans l'écosystème américain. Ensuite, on retrouve l'Allemagne à 5%, le Japon à 4,5% et puis la France à 1,6%. Mais tout ça pour dire que ça va quand même sans doute être du cas par cas. Trump, évidemment, ne peut pas se passer du Mexique dans toute sa logique de réindustrialisation, etc. Le Mexique est vraiment un élément très important. Le Canada, de la même façon. Donc, c'est pas juste on appuie sur un bouton, on impose des hausses de taxes à tout le monde. Et ça va certainement être dans un échange qui va se faire sans doute au cas par cas. Il y aura très certainement sous le projecteur la Chine, etc., qui vont montrer un petit peu exemple. Mais donc c'est pas aussi facile que ça. Maintenant, il est très clair que la direction, et puis d'ailleurs le profil des candidats au Trésor est quand même très marqué économie, private equity, Wall Street. Oui. Donc ça montre bien là aussi la tendance et le sens dans lequel veut aller Trump dans ce cas-là. Ouais. J'ai toujours en tête que son indicateur préféré pour vanter son succès permanent, c'était le Dow Jones, quoi. Non mais enfin, on peut pas faire plus simple, hein. Donc, non, mais à un moment, est-ce qu'il n'y aura pas des contradictions justement entre son agenda, la doctrine qu'il veut mettre en place et sa capacité à maintenir un Dow Jones, j'allais dire, au plus haut, ou en tout cas positif pour des fonds de pension et bien sûr que des ça va actionnaires pas américains. Aussi simple que cela. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on lit un certain nombre de choses sur la mise en place de ce programme Trump, on met beaucoup en avant l'inflation, le dérapage du déficit, etc. Mais sans réellement parler de l'impact positif que la baisse d'impôts des sociétés va avoir sur le marché américain, qui évidemment est bien drivé, on le sait, est bien conduit par la croissance des bénéfices par action. Et c'est clair que revenir sur des taux d'imposition aux alentours de 15% pour les sociétés américaines, ça va être une manne de croissance des bénéfices qui va être extrêmement importante pour les entreprises et donc pour les investisseurs sur les marchés américains. Et dans le contrepoids de dire que les marchés américains sont chers, eh bien, si on a une croissance des bénéfices qui monte, on va pouvoir maîtriser la valorisation du marché américain. Donc, c'est vraiment bien sûr, tout ça est un cercle vertueux, entre guillemets. Il y aura des embûches, ça ne va pas se faire évidemment d'une traite, mais la direction, encore une fois, est assez claire. C'est-à-dire que s'il faut admettre que, je ne sais pas, s'il faut accepter que les taux soient à 5% ou plus, est-ce que les bénéfices, les BPA supplémentaires pour les entreprises américaines, est-ce que ça se valorise de la même manière pour autant, quoi ? C'est tout l'enjeu. Ouais. C'est tout l'enjeu. Et c'est difficile, il va falloir trouver cette espèce d'équilibre entre effectivement une croissance américaine qui est bien au-dessus de sa croissance normative. Et donc, ça va être cet enjeu-là. Pour l'instant, on voit que les taux américains ont bien remonté, et puis il y a toujours pas mal de volatilité sur les taux américains. Ça n'empêche pas les indices actions américains de monter. Les ressources tirées des tarifs, la création du Doge, conseillé par Elon Musk, qui veut sabrer 2000 milliards de dépenses fédérales, ça peut compenser le coût, la dépense fiscale de baisse d'impôts supplémentaires ou de baisse d'impôts prolongée. Ça peut compenser aussi le coût peut-être d'une immigration moins abondante, voire dont les flux nets se renverseraient, François ? Ou c'est quand même un chemin de crête très fragile ?
Ouais, c'est un chemin de crête très compliqué, parce que c'est vrai que 2000 milliards à trouver en économie, c'est vraiment... pour dire les choses plus simplement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une remise en question, une réforme structurelle du système de sécurité sociale américain, parce que c'est là où vous avez 3,5 trilliards qui sont là, et c'est là où il faut, c'est là entre guillemets où il y aurait le gras, s'il y a un gras à toucher. Quand vous regardez la ventilation des dépenses, donc voilà, parce qu'il peut y avoir l'efficacité qui peut être trouvée dedans, pourquoi pas, mais en tout cas, ça paraît plutôt être là, et ça paraît plutôt être compliqué, parce que c'est vrai que nous, avec nos yeux d'Européens, on se dit déjà que c'est déjà très compliqué pour eux. Donc oui, là-dessus, c'est un fil assez léger, quoi. C'est un fil léger, et après, à voir combien est-ce qu'il peut éventuellement obtenir de la part des tarifs. Mais je suis assez d'accord avec ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire que on part sur quelque chose d'une couverture, on va dire, de 10%, 60%. On va probablement arriver à quelque chose de beaucoup plus bilatéral, beaucoup plus négocié, sans même parler des enjeux coïncidents, géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de se discuter à l'heure où on se parle. Donc là-dessus, ça paraît quand même pour moi plutôt une équation compliquée à trouver, à en sortir par le haut, voilà, sans s'en remettre, comme ça a été jusque-là, à la planche à déficit, qui, entre guillemets, malheureusement a fonctionné, mais ça paraît compliqué qu'elle puisse l'être tout autant dans les prochaines années. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça implique ? Gardez la parole, François, pour la Réserve fédérale américaine, là, dans ce jeu ou ce champ des possibles. Ça implique forcément une banque centrale américaine qui sera beaucoup plus sur la retenue que ce qu'elle prévoyait il y a peut-être encore quelques semaines ou quelques mois. C'est sûr. Elle est déjà beaucoup plus sans qu'il ait commencé. Ouais. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, on a quand même un message qui a quand même beaucoup changé entre les 50 points de base de baisse de taux en septembre et les 25, et puis après on voit. Nous, dans notre scénario, on a encore les 25 points de base de décembre et on en a une en mars et on s'arrête là. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 50 points de base plus haut que là où est le marché à fin 25. Et donc effectivement, c'est une Fed qui va être poussée à être plus au quiche, avec la question cyclique qui reste derrière, c'est-à-dire qu'on a quand même encore du mal à comprendre sa communication et le fondamental de la bonne santé de l'économie américaine. C'est-à-dire qu'on disait qu'on pouvait baisser facile de 50 en septembre, on fait 25 et là on se dit bon, c'est plus trop on va, alors même que Trump n'est à peine élu et on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Donc là-dessus, c'est quand on met les deux l'un dans l'autre, on se rend bien compte qu'effectivement la Fed va rester plutôt sur des taux élevés et donc du coup on s'engage vers une divergence assez importante, voire de plus en plus importante vis-à-vis des taux euros. Ça, c'est... Parce que la BCE, elle, va peut-être devoir en faire plus ou accélérer. Oui, tout à fait. Et déjà sur une bonne trajectoire de baisse de taux. Donc nous, on est à 2% en juin. Avec l'idée qu'on peut y aller soit plus vite, soit plus bas aux secondes parties, parce qu'effectivement, en fonction de tout ce que va développer Trump, tout ça est assez négatif et ce qui est assez bien pricé. Enfin voilà, dans les réactions de marché-action, on se rend bien compte que tout ça, on a du mal à quantifier exactement et avec le timing qui va avec, mais on se rend bien compte que l'Europe est dans une impasse dans sa situation cyclique et aussi plus structurelle, j'allais dire même politique, dans sa capacité à répondre avec les élections en Allemagne qui arrivent et puis une sorte de vacuum politique qu'il y a en Europe en ce moment. Donc c'est sûr que pour l'économie, là, c'est plutôt négatif. Et donc du coup, la BCE se retrouve à être un peu le seul jeu en ville, si on peut s'exprimer ainsi, une nouvelle fois. Et donc du coup... La seule institution fédérale capable de prendre des décisions rapides face à un changement, effectivement. Exactement. Et donc du coup, dans une BCE qui va vers 2, ça c'est à peu près évident et clair, mais si elle se retrouve à aller vers en dessous 2, donc elle est en territoire accommodant, notre point de vue c'est qu'elle va plutôt être tentée d'y aller plutôt très vite, plutôt plus vite, avec l'idée on n'a vraiment pas envie d'aller en territoire négatif et de refaire du QI, donc autant prendre l'issue à bras-le-corps et d'aller baisser les taux plus vite, et donc du coup d'aller faire des 50, le cas échéant, si nécessaire, être beaucoup plus réactif pour éviter de retrouver dans cette situation de coin dans laquelle elle s'est retrouvée pendant 10 ans. Ça, c'est le point d'inflexion possible pour vous, ça, la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Avec un discours officiellement jusqu'à présent qui a toujours été porté par Isabelle Schnabel, mais qui a toujours été de dire attention, plus on va se rapprocher du taux neutre à définir, plus il faudra être prudent. Ça, vous dites, cette logique-là, à un moment, elle peut changer quand même. Alors, tout à fait. D'accord. Elle tient jusqu'à ce qu'on aille à 2, mais si on devait aller en dessous de 2, je pense que là, on change d'équilibre et elle devrait aller beaucoup plus vite. Bon.
Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales? La Fed, évidemment, en premier lieu. Le tempo de la Fed va changer. Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous, pour la Banque centrale européenne, Nicolas? Et que dit le marché de cette situation aujourd'hui, quoi? Le marché, dans le scénario de François, dans le plan de François, il est exactement dans ce scénario-là. Ouais. Puisqu'en fait, on regarde les 5 prochaines réunions de la BCE, il y a à peu près 125 BP qui sont pricés de baisse. Donc c'est 5 fois 25, c'est ça. Sauf que quand on regarde ce qui est pricé par les marchés, c'est qu'on fait plus que 25 dans les 3 premiers meetings et ensuite on fait moins que 25. Donc c'est-à-dire que le scénario, la direction vers on fait 25 à chaque meeting, mais il y a ce risque d'accélération plus fort parce qu'on fait... Il y a plein de scénarios dans lesquels la BCE devrait accélérer plus vite. C'est les salaires baissent plus vite, l'inflation baisse plus vite, Trump fait des actions beaucoup plus fortes. On voit bien que le mandat de la BCE, c'est pas la croissance, c'est pas l'emploi comme aux États-Unis. On sent bien que on prend les enquêtes de la Commission européenne sur l'emploi. On est quand même à part 2008, on n'a jamais été aussi bas dans les enquêtes d'opinion sur l'emploi, sur le futur de l'emploi. Donc on voit bien que dans les chiffres, le taux de chômage ne remonte pas en zone euro pour l'instant. Mais les indications qu'on voit en France, en Allemagne et même dans beaucoup de pays, Italie, Espagne, ça s'est quand même beaucoup calmé dans ces pays-là. Et en France et en Allemagne, ça va pas vraiment dans le bon sens. Non. Donc ça, je pense que même si c'est pas dans le mandat de la BCE, ils le prennent beaucoup plus en compte. Mais ils ont ce regard. On aimerait bien qu'ils soient. Ils regardent un peu plus devant. On aimerait bien qu'ils soient un peu forward-looking. Je pense que les marchés, se trompent un petit peu. J'aimerais bien que la BCE soit beaucoup plus réactive et prenne le taureau à bras-le-corps et baisse peut-être de 50 BP, histoire de faire un petit peu un choc de confiance, quelque chose. Mais j'ai l'impression que dans Christine Lagarde le dit souvent, c'est plutôt une politique, elle est là pour faire du consensus, et j'ai l'impression que le consensus pour avoir une baisse de 50 BP à la BCE et faire un espèce de choc, elle l'a pas. Non. On voit bien qu'il y a... Après la série des salaires négociés, ça va être encore plus compliqué. La Fed, il y a du leadership, il y a une direction qui est claire. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec François sur les États-Unis. Je pense qu'il y a eu du leadership, ils ont baissé les taux de 50 BP en septembre. Ils ont baissé de 25 BP le 7 novembre dernier. Quand on prend le discours de Powell, en fait, il n'a pas changé de discours. Les chiffres ont changé dans le sens où la croissance est toujours plutôt bonne. Mais le discours sur l'inflation n'a pas changé. Pourquoi est-ce qu'ils ont baissé de 50 BP en septembre? C'est parce qu'ils ont acquis la confiance sur le fait qu'on aille vers 2%. Que ça reviendra à 2%. Et il nous a sorti exactement le même discours le 7 novembre pendant le FOMC. Quand on regarde les chiffres, vous prenez l'inflation américaine, vous savez que l'immobilier, c'est 30%. Vous prenez l'inflation hors immobilier aux États-Unis. Sur les 30 dernières années, l'inflation hors immobilier, c'est 2,3% de façon annuelle, sur les 30 dernières années. Aujourd'hui, ce même inflation hors immobilier, on est à moins de 1,3%. D'accord. 1,3%. 1,3%. Et que vous écoutez Powell, il vous dit, on sait que l'immobilier, ça va prendre du temps. On sait que ça va dans la bonne direction, donc en fait... C'est une question de temps. C'est une question de temps. Je comprends. Et donc, ils sont convacus qu'ils reviendront à 2%. Voilà. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ils ont la conviction et la confiance nécessaire sur cet objectif. C'est plutôt le 25 qu'on a fait en décembre, et on devrait poursuivre par la suite. Pour accompagner un retour à 2% qui pourrait être un peu plus long que prévu, mais que la Fed accompagnera malgré tout. Quand on regarde, au-delà des banques centrales, quand on regarde la performance des actifs européens là, sur l'ensemble de l'année par rapport aux actifs américains, ça va être une année de fracture peut-être historique, que ce soit en termes de performance, en termes d'écart de valorisation. Xavier, les marchés actions ont déjà anticipé l'idée que la BCE aurait besoin d'en faire au moins d'aller vite au taux neutre, peut-être même en dessous. C'est déjà intégré dans cette mauvaise année boursière, en tout cas en relatif par rapport aux actions américaines. Ça, c'est clair. Et puis, il y a un élément, j'en ai parlé, c'est que la dynamique de bénéfices par action aux États-Unis n'est évidemment pas la même qu'en Europe, on y reviendra. Mais un point, c'est que la Commission européenne vient de réviser ses perspectives de croissance, ou en tout cas pour 2024 et 2025. Donc, c'est plus 0,8% pour la zone euro en 2024, et il tape sur plus 1,3% en zone euro en 2025. Les États-Unis, l'estimation, c'est autour de 2% encore. Là, il y a quand même un sujet sur la capacité à la zone euro, compte tenu de l'état actuel
économique, politique, plus l'inquiétude, ou en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. L'incertitude avec Trump sur ce scénario d'1,3%. Si on a une dynamique de croissance qui faiblit, il y aura peut-être une intervention. C'est peut-être là où Christine Lagarde et la BCE devra accélérer, et il faudra espérer qu'il ne rate pas ce moment-là. Et ensuite, pour revenir sur la dynamique de croissance de bénéfices par action, donc on peut mettre en doute le scénario de croissance qui est donné pour la zone euro. Quand on regarde le consensus aujourd'hui, pour 2025 en Europe, le consensus attend une croissance des bénéfices de 9%. Aux États-Unis, c'est aux alentours de 13%, 15-13%. Mais 9%, alors vous me direz, c'est toujours pareil. On a des anticipations de résultats qui sont très élevées, puis au fur et à mesure des publications, on termine souvent à 0 à la fin de l'année. Mais il y a quand même un enjeu de dynamique, de sentiment qui est important. Et aujourd'hui, je vais dire qu'on a un environnement de marché qui s'est normalisé. L'inflation n'est plus là. On a une normalisation des taux. On est revenu sur des niveaux de taux qui sont la réalité. On n'est plus sur des taux négatifs, etc. Alors oui, c'est peut-être un petit peu haut sur certains. Mais quand même, on est dans un environnement qui est normalisé. Donc on peut espérer qu'en 2025, la croissance et la performance des marchés se fera justement par cette capacité de faire croître les bénéfices. Enfin, on va revenir un petit peu aux fondamentaux. Je vous rappelle qu'historiquement, 80% de la performance des marchés actions se fait avec la croissance des bénéfices par action. Alors, je suis désolé de parler de ça, mais c'est quand même à la fin de la journée, ça compte. C'est très important. Ça compte. Et on voit qu'aux États-Unis, si toute cette dynamique se met en place, et on voit bien encore une fois que les marchés américains ont pris ce biais-là, et que les investisseurs ont anticipé aussi tout ça. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, les États-Unis finalement déroulent, et finalement les États-Unis arrivent à délivrer cette croissance qui est importante, et d'où les niveaux très importants de performance des marchés américains par rapport à finalement un environnement de marché qui est beaucoup plus difficile en Europe. Et 9%, vous dites, ça paraît déjà inatteignable. Je ne sais pas, il y a quand même des boîtes européennes qui vont profiter de leur exposition aux États-Unis. Il y a, les salaires réels progressent quand même. Il y a un stock d'épargne. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a toujours quand même, sous le pessimisme permanent qu'on peut avoir quand on regarde l'Europe, il y a quand même toujours ici et là des forces de rappel, des facteurs de soutien potentiels. Au moins conjoncturel. Alors ça va favoriser encore une fois la sélection de titres. C'est-à-dire qu'on va aller chercher justement les bons élèves là-dedans qui vont pouvoir sortir la tête de l'eau, ou en tout cas se faufiler à travers toutes ces incertitudes. C'est très clair, mais vu d'en haut, ça paraît compliqué vu les incertitudes qu'il y a. Enfin, on a parlé de l'Allemagne, il y a des incertitudes politiques qui sont évidemment réelles. Il y a une incertitude industrielle qui est quand même très importante. On n'aura pas le temps de parler de la partie automobile en Allemagne, où il y a quand même des enjeux qui sont très importants. Tous les plans sociaux qu'on voit, fermeture d'usines qui font un petit peu la une en ce moment, notamment en France. Ford aujourd'hui annonce en Europe, par exemple. Voilà. C'est en termes de sentiment de marché, on voit bien d'ailleurs une certaine dégradation des perspectives économiques, en Allemagne notamment, où le ZOO a vraiment décroché, et passé de 13 à 7,4. C'est les niveaux qu'on avait vus en 2008 ou en 2020. Donc c'est quand même très important la situation. Alors vous me direz, c'est aussi là, c'est en dehors du consensus qu'on fait les meilleures affaires et les meilleures performances, mais c'est là, encore une fois, où il va falloir se monter très sélectif, dans son allocation, être quand même dans une allocation globale, être quand même bien exposé sur la partie américaine, parce que mine de rien, ça va être le moteur important, encore une fois, de la croissance et du commerce mondial. Même avec des actions américaines dont la prime de risque est négative aujourd'hui, je veux dire, on peut mettre ce sujet de côté en tant qu'allocataire en se disant je peux pas rater l'éléphant dans la pièce. Il faut être diversifié, il ne va pas falloir se concentrer sur les 7 ou 8 valeurs qui ont mené les niveaux, notamment du Nasdaq, à leur niveau historique, mais être bien diversifié, et sans doute d'aller jouer peut-être des petites et moyennes capitalisations américaines qui sont vraiment très en retard par rapport au large. Voilà, être assez sélectif dans son allocation.
Mais il faudra être investi aux États-Unis. Ouais. Comment on regarde un portefeuille aujourd'hui, multi-asset en l'occurrence, Nicolas, est-ce que Trump a cassé les corrélations? Alors, on l'a vu sur une dizaine de séances, d'une violence... pour les taux, pour les actions, il y a deux mondes là, il y a un monde américain et le reste du monde. Ça, c'est un premier effet en première intention. Les choses peuvent se normaliser derrière, ou est-ce qu'il faut accepter l'idée que Trump a peut-être mis à mal un certain nombre de corrélations pour longtemps? En fait, on est plutôt en ligne avec Xavier. C'est dans les allocations actions, les risques à la croissance sont, on va dire, mitigés, plutôt baissiers en Europe, neutres à positif. Donc, d'un point de vue action ou résultat, on va plutôt être neutre globalement sur les actions. La seule chose, c'est que dans la sélection des actions, on va forcément privilégier un petit peu les actions américaines. Ça, c'est sûr, parce que la divergence... en fait, il faut regarder ça en termes de risque. Sur les actions, le risque, en zone euro, c'est plutôt la baisse des actions. Aux US, c'est plutôt la hausse des actions. Le risque qu'on a envie de pricer. Même chose sur les taux. Sur les taux, on va plutôt pricer la hausse des taux aux US et la baisse des taux. Donc en fait, la divergence économique, là où elle ne se retrouvait pas beaucoup dans les marchés financiers ces dernières années, elle se retrouve depuis 2024 dans les marchés financiers. On voit bien que les taux américains se sont décorrélés des taux européens, les actions européennes et les actions... voilà. Mais on peut tirer encore un peu plus loin. On peut certainement tirer. On est déjà à plus de 200 points de base, revenu à plus de 200 points de base entre l'Allemagne et les États-Unis, là, sur du 10 ans. Tout à fait. Il faut avoir en tête qu'en 2018, on était à 250 ou 270 sur la différence entre le 10 ans allemand et 10 ans américain. Donc c'est très compliqué, c'est un peu moutonnier puisque les marchés ne font que ça. C'est ce qui a marché ces 10-15 ans. Mais il n'y a pas de signal de renversement, de mean reverting, de retour à la moyenne aujourd'hui? C'est simple, on va prendre le cas positif pour l'Europe. Le cas positif en début d'année, vu par la BCE, c'était... La deuxième partie de l'année va bien se passer parce qu'on va avoir une croissance des salaires réels qui va porter la croissance en deuxième année. Bon, ça c'était le scénario de la BCE et là c'est le scénario de la plupart des économistes. Et en effet, c'est exactement ce qui se passe. Les salaires réels ont beaucoup augmenté. 3% de salaire réel, de croissance de salaire réel. Qui sont plus hauts en glissement annuel. Et vous prenez les revenus réels des consommateurs européens, ils sont au plus haut. Le seul problème, c'est pas qu'ils n'ont pas de revenus, c'est qu'ils ne dépensent pas. Non. C'est que vous prenez l'épargne brute en zone euro, on est à 15,7% d'épargne brute. C'est le plus haut depuis la crise. Temporairement, pendant le Covid, on a épargné plus de nos revenus, mais là, ça fait 2 ans qu'on a une différence entre les sondages et ce que font les gens. C'est-à-dire que vous prenez les sondages de la Commission européenne sur la confiance du consommateur. En 2022, on était extrêmement bas. Et depuis 2 ans, on n'arrête pas de remonter. Pourtant, les consommateurs n'arrêtent pas d'épargner. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'incertitude politique, parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de perspective très forte en zone euro. Et ça se retrouve aussi certainement dans les perspectives des entreprises et les perspectives économiques globalement. Est-ce que c'est que ça, la question de l'épargne ? Parce qu'il y a aussi des revenus de l'épargne. Le rendement de l'épargne sans risque aujourd'hui est quand même hyper intéressant. Et pour un agent économique rationnel comme un ménage, je veux dire, peut-être que s'il a géré... Non mais voilà, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment que les incertitudes, l'effet un peu d'équivalence ricardienne, etc., qui fait qu'on épargne ? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a un rendement attractif et que c'est un arbitrage assez classique, épargne-consommation, qui peut se renverser à ce compte-là Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous les jours parce que c'est ce qui... C'est la pierre angulaire du scénario 2025. C'est ça. Si ça se retourne. C'est ce qui peut faire bouger le scénario 2025. Si le consommateur du jour au lendemain a plus confiance, ça peut porter la croissance européenne de façon assez significative. Tout à fait. Donc sur le pourquoi, sur les différentes hypothèses qui sont en lice, il y a effectivement le taux réel. Donc l'épargne la valeur en réel de l'épargne accumulée a fortement baissé et compte tenu des taux réels aujourd'hui largement positif, on a envie de refaire un peu de gras entre guillemets par rapport. Il y a eu une taxe inflationniste sur le stock d'épargne, c'est ça. Exactement. Et donc du coup là-dessus effectivement il y a compte tenu des taux réels aujourd'hui qui sont quand même hyper intéressants, on a envie de loquer, d'avoir du rendement là-dessus. Je pense qu'il y a quand même effectivement une incertitude économique, politique et qui a priori ne va aller que de plus en plus forte dans les quelques prochains mois. Ça paraît assez évident. Et après il y a aussi toute l'histoire de ce cycle économique qui attend de repartir grâce à la baisse des taux. Et là, je pense notamment à l'immobilier, c'est-à-dire que
au-delà de l'aspect pure construction, vous avez, il faut se le rappeler, une divergence très importante entre votre consommation en biens et votre consommation en services. Donc la consommation en biens, en gros, elle fait 0 depuis 3 ans. Donc post-Covid, parce qu'on ne pouvait consommer que ça, mais depuis, on n'a pas acheté, il ne s'est rien passé, et ça n'est que service. Et on peut se dire qu'effectivement, il peut y avoir une forme de rééquilibrage du panier de consommation moyen vers les biens, et notamment vers les biens qui sont liés à un achat immobilier, et qui lui-même pourrait faire suite à la baisse des taux. Donc là-dessus, on peut être effectivement confiant sur une normalisation de ce taux. Par contre, effectivement, de notre côté, on a construit un indicateur maison sur le suivi de ce taux d'épargne-là, et on se rend bien compte que quand vous regardez les sous-enquêtes de cette fameuse enquête de la Commission européenne qui sont pertinents, ça vous indique au 3e trimestre une remontée encore du taux d'épargne. D'accord. Et donc, du coup, fini d'accumuler. Voilà, on n'est pas encore fini d'accumuler. Donc, à moyen terme, on se dit qu'on est plutôt en tendance à aller s'ajuster et se normaliser en dessous vers les 13%, mais on restera effectivement largement au-dessus de ce qu'on avait avant, et en tout cas certainement pas dépenser les surplus d'épargne qu'on a accumulés pendant le Covid à ce moment-là. Est-ce que le 23 février 2025 peut être une date tournant, pivot normalement, c'est les élections allemandes. Le 22, oui, tout à fait. 22 ou 23, je crois. 22 bon, février. Février 2025. Fin février. Bref, est-ce que ça peut être le moment pivot? Parce que les attentes, elles vont être là tout de suite, j'imagine. Alors, j'allais dire presque non, en fait, parce que d'une part, d'un point de vue domestique, c'est pas encore complètement gagné que la CDU plus le SPD ait une majorité au Parlement. Il y aura peut-être besoin d'un troisième partenaire de coalition. Alors la bonne chose, c'est qu'ils ont commencé à discuter. On se rend bien compte qu'on a envie de changer cette règle sur la dette, mais voir effectivement quelles seront les forces en présence pour décider ce sur quoi on va et sous quelles conditions elles pourraient être effectivement revues. Je pense qu'effectivement, le point, c'est de dire qu'on aura moins de restrictions budgétaires que ce qu'on en aurait eu, donc à la marge positif. Donc ça, c'est pour le cas allemand, mais qui apparaît de plus en plus clairement, structurellement englué, plutôt que cycliquement avec une contrainte budgétaire. Donc là-dessus, c'est plus dans le structurel, et donc du coup 2025, je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. Et après, sur les perspectives plus européennes, on a quand même, malgré, si l'Allemagne devait avoir une position claire, un vacuum... un vide politique, comme vous disiez tout à l'heure. Qui est sur l'Espagne, la France, les Pays-Bas, ça ne marche pas très bien non plus. Et les nominations de commissaires européens, au moment où on se parle aujourd'hui, peuvent être remises en cause selon les élections, etc. Donc on se rend bien compte que est-ce qu'on peut avoir un choc de confiance d'un point de vue politique économique, peut-être un peu en Allemagne, mais en tout cas dans le reste de la zone euro, on se rend bien compte que c'est quand même compliqué d'en attendre quelque chose, sauf, et on l'espère et on le croit, avec la BCE, avec nos prévisions effectivement d'une croissance plus faible que ce qu'a la Commission européenne. On a à peine 1% de croissance en zone euro l'année prochaine, et surtout une inflation qui vient sous la BCE. Et donc du coup, une nécessité de couper les taux. Le poids repose à nouveau largement sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. Au-delà de ce sujet, il y a une autre institution qui porte beaucoup de poids sur ses épaules dès ce soir. Le poids des marchés, c'est Nvidia, Xavier. Alors il y a Nvidia et le reste du secteur des semi-conducteurs. J'ai regardé le SOX, donc l'indice sectoriel des semi-conducteurs américains, a marqué un pic le 10 juillet. Depuis le 10 juillet, il n'y a que Nvidia qui progresse au sein de ce secteur. Il n'y a plus que Nvidia qui tient le secteur des semi-conducteurs. Alors c'est d'ailleurs pour ça que la publication de ce soir est importante, mais ça rejoint ce que je disais sur la dynamique des bénéfices par action, parce que c'est ça ce qu'on va regarder, c'est la capacité à Nvidia qu'aura Nvidia une fois de plus de faire croître ses bénéfices par action, et surtout les directions qu'elle va donner pour le trimestre à venir. Ça va être un élément important. Et vous l'avez dit, il y a au sein des semi-conducteurs, il y a les technologies de pointe, entre guillemets, on va loger Nvidia. Il y a le mass market qui souffre de façon très importante. Vous avez parlé d'STM qui est en baisse de... Oui, on le remarquait avant l'émission, c'est moins 50% sur l'année, depuis le début de l'année. Et ça, c'est lié à toute une dynamique industrielle qui est à la peine. C'est l'automobile, c'est un certain nombre de sujets industriels. Et puis, ce dont on parle moins aussi, c'est la compétition chinoise qui arrive sur les semi-conducteurs, sur ces semi-conducteurs mass market, et qui commence à faire quand même beaucoup de mal. Donc,
La conclusion de tout ça, c'est la sélectivité. Et ça, c'est très important, encore une fois, pour construire un portefeuille et une allocation. Il faut être sélectif, il faut essayer de trouver de la valeur ajoutée, il faut trouver des... Et il y a de la dispersion pour ça. Enfin, la dispersion des marchés permet justement cette sélectivité aujourd'hui. Des marchés où tout le monde, ça n'existe pas. Donc, il y a des divergences, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une gestion active pour... se sortir un peu de ces trappes dans lesquelles on pourrait être et aller chercher toujours les marchés financiers, c'est quelque chose qui évolue en permanence, donc il faut s'adapter. Bon, le marché des options nous dit que c'est assez bouillonnant ce soir autour du price action, de la réaction de marché. Non mais ce sera ou la plus forte création de valeur ou la plus forte destruction de valeur pour une entreprise et pour un marché ce soir après la publication de Nvidia. Parce que ces communications sont plus importantes que des réunions de politique monétaire. Vous regardez le marché des options avant la fête du 7 novembre, ça bougeait pratiquement pas. On a déjà fait Nvidia plus fort que Jérôme Powell. On verra. Est-ce qu'Nvidia sera plus fort que Trump? Maintenant, c'est ça la question. L'autre éléphant, c'est Trump. Donc maintenant, on verra si Jensen Huang peut tenir le marché avec Nvidia face à Donald Trump. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Deburen, OTA Capital, Nicolas Leprince, Edmond Rothschild Asset Management, François Cabot, AXA IM.